Vous avez terminé vos prises de son pour la journée et vous êtes à présent sur le banc de montage. Pour retrouver vos fichiers projet Audacity, par défaut, il faudra aller dans le sous-dossier Audacity qui se trouve dans le dossier Documents de votre PC Windows. On peut voir ici notre enregistrement qu'on a fait tout à l'heure et avant de commencer le montage, nous allons en faire une copie qu'on va coller. Comme ça, nous avons un original qui nous permettra de récupérer des extraits audio au cas où on fait des bêtises et qu'on perd certains extraits dans notre document de travail. Et justement, la copie sera notre document de travail. Ça n'a matériellement aucune importance, mais personnellement, j'aime bien renommer en doc travail. Voilà. On peut à présent ouvrir notre document de travail et c'est là que nous allons discuter des fonctionnalités les plus importantes, élémentaires et essentielles de Audacity. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je vous conseille vivement d'apprendre au plus vite les raccourcis. Comme vous le voyez, on a une barre de défilement sur le côté et une barre de défilement en bas de l'écran. On a aussi toute cette partie-là de l'écran en bas qui ne va pas nous servir énormément. C'est plutôt pour avoir des informations sur, par exemple, ce qu'on sélectionne ou l'endroit où se trouve notre curseur, comme vous pouvez le voir. Ici, on a la sélection qui va de 4 secondes 760 millièmes à 8 secondes 417 millièmes. Ou alors, nous avons simplement notre curseur sur 8 secondes 905 millièmes. Le tempo et la signature temporelle ne vont pas nous servir en tant que tel puisque on n'est pas en train de travailler sur de la musique. J'ai évoqué le principe de curseur et de sélection et à ce sujet, je trouve qu'il est utile de penser à Audacity comme on pense à un logiciel de traitement de texte. On a notre texte, ou en l'occurrence notre audio, et on a un curseur avec lequel on peut faire des sélections. On peut rajouter du texte, en l'occurrence de l'audio, en enregistrant. Donc à tout moment, si je décide d'appuyer sur la touche R, ou que je sois d'ailleurs dans l'enregistrement, ça va continuer l'enregistrement comme si rien ne s'était passé. Nous avons également la possibilité de créer de nouvelles pistes audio. Une piste audio, c'est assez facile à comprendre instinctivement, mais c'est plutôt difficile à expliquer. On peut penser à une piste audio comme à un CD dans un lecteur CD. Si on lance une piste audio, on va entendre le contenu du CD. Je me trompe, que je dis que je commence. Super CD, j'adore, c'est mon morceau préféré en plus. Si tout d'un coup, on ajoute une deuxième piste audio, eh bien, on ajoute un deuxième CD et un deuxième lecteur de CD. Ce qui fait que maintenant, si on lance les deux pistes audio simultanément, ça va être horrible. Je me trompe, que je dis que je commence à perdre mes mots, et on ajoute un deuxième CD et un deuxième. C'est absolument incompréhensible. L'intérêt de multiples pistes audio dans un podcast, ce n'est évidemment pas de superposer les voix de plusieurs personnes ou d'enregistrer 2 épisodes de podcast, de superposer les 2 épisodes. Comme ça, on peut écouter 2 fois plus de podcasts dans le même laps de temps, ça n'a aucun sens. L'intérêt de multiples pistes audio dans un podcast, c'est de mettre de la musique de fond, par exemple, ou alors des virgules audio, des jingles, des génériques.
tout ce genre de choses, on va généralement vouloir utiliser une piste audio différente que celle sur laquelle on met les voix, parce que on pourrait insérer un jingle au sein de notre piste audio initiale, mais ça nous empêcherait de superposer et puis ce serait beaucoup de travail pour pas tant d'effets que ça. Ensuite, vous le voyez, depuis tout à l'heure, je fais défiler mon texte. Pour reprendre l'analogie du logiciel de traitement de texte, je fais défiler mon audio avec la barre de défilement en bas de l'écran. C'est un petit peu fastidieux et comme je vous le disais tout à l'heure, je vous conseille vivement d'apprendre les raccourcis, surtout des raccourcis aussi utiles que celui qui permet de faire défiler la barre, à savoir enfoncer la touche Shift ou Maj et jouer de la roulette de la souris. Franchement, ça vous économisera beaucoup de temps parce que tant qu'on a seulement 2-3 minutes d'enregistrement, c'est pas si difficile de faire défiler avec la barre de défilement, mais dès qu'on arrive à 10 minutes, eh bien forcément un tout petit mouvement de la barre va faire défiler beaucoup de secondes. Et à ce sujet, nous pouvons également faire un zoom sur notre barre de progression de piste audio. On peut évidemment cliquer sur la loupe avec le plus et plus on zoome, plus on va voir un détail de la forme de l'onde sonore sur laquelle on travaille. Plus on dézoome en cliquant sur la loupe avec le moins, plus on va avoir des formes un petit peu solides au lieu de simples ondes sonores. Il est cependant plus simple et aussi plus pratique à mon sens d'utiliser l'autre raccourci avec la roulette de la souris, à savoir CTRL et roulette de souris pour zoomer et dézoomer, ce qui nous permet aussi une plus grande précision. Avec plusieurs crans de la souris, on fait le même zoom que un seul clic de loupe plus ou de loupe moins. Il y a évidemment la deuxième barre de défilement, celle sur le côté, qui sert à défiler de haut en bas et qui ne vous sera utile que si vous avez suffisamment de pistes audio dans votre fichier de projet Audacity que pour pouvoir aller de haut en bas. Pour ça, il n'y a aucun raccourci, simplement la roulette de votre souris. Pour revenir à l'analogie du logiciel de traitement de texte, si la barre de progression de notre piste représente le texte, eh bien, qu'est-ce qui représenterait des paragraphes ou des mots? C'est simple, nos paragraphes ou nos mots, ça va être des segments. Pour segmenter notre piste audio, on peut soit faire un clic gauche pour placer notre curseur, puis ensuite un clic droit et split clip ou segmenter l'extrait dans la langue de Weshden. Vous l'avez vu, il y a aussi un raccourci que évidemment je vous recommande qui est de cliquer pour placer notre curseur et ensuite faire CTRL-I, ce qui va, pareil, segmenter notre extrait. À quoi ça sert de segmenter? Ça sert à plusieurs choses. Première chose, un segment peut être déplacé sur n'importe quelle autre piste audio. Donc ici, voilà, on peut faire bouger notre segment. Un segment peut également être déplacé au sein de sa propre piste audio. Donc là, si je dézoome beaucoup, on peut attraper notre segment. Pour attraper un segment, il faut le faire sur la barre un petit peu sombre ou claire lorsqu'elle n'est pas sélectionnée au-dessus du segment. Si vous essayez d'attraper un segment par
le corps du texte, on va dire, ça va juste sélectionner. Donc on peut attraper notre segment et l'emmener jusqu'ici. Évidemment, en tant que tel, ça n'a aucun intérêt, mais c'est possible. Une autre manière de segmenter notre piste audio, c'est de faire une sélection et d'ensuite, clic droit, segmenter l'extrait ou CTRL-I, ce qui va nous créer un segment sur base de la sélection plutôt que de segmenter en un seul point comme on le fait avec simplement le curseur sur une position en particulier. Un raccourci qui est commun à pratiquement tous les logiciels créatifs, c'est évidemment le CTRL-Z. Vous avez fait une bêtise, ben non, vous n'avez pas fait de bêtise, CTRL-Z. En ce qui concerne les segments, on peut voir que un autre processus par lequel on crée automatiquement un segment, c'est lorsqu'on recommence à enregistrer après avoir arrêté l'enregistrement. Donc là, si j'appuie sur R, eh bien, ça va automatiquement créer un nouveau segment. Si on le veut, on peut tout à fait recombiner plusieurs segments en un seul clip. Par exemple, ici, je vais faire une sélection qui enjambe deux segments différents. Et alors, soit clic droit, Join Clips, soit, vous vous en doutez, c'est ma recommandation, CTRL-J. Vous n'êtes pas obligé de recombiner plusieurs segments un à un. Tous les segments enjambés par votre sélection seront recombinés avec CTRL-J. Lorsque vous êtes sur le banc de montage, vous avez la possibilité d'écouter votre enregistrement à partir de n'importe quel point, simplement en cliquant avec votre curseur et en appuyant sur Play ou la barre espace. Et lorsque vous faites cela, ça va rejouer le son enregistré à partir de ce point-là en particulier, en l'occurrence 64 secondes 706 centièmes. Quand ça à perdre mes mots, eh bien on laisse cela dans la prise de son, même si en réappuyant sur la barre espace, vous mettrez fin au replay et votre curseur retournera automatiquement au moment du début du replay. Et peu importe le nombre de fois que vous rejouerez cet enregistrement, il commencera toujours à l'endroit spécifié par votre curseur. Quand à perdre mes mots, eh bien, vous pouvez également décider de rejouer un extrait en particulier. Admettons cet extrait-là. Lorsque je vais appuyer sur Play ou sur la barre espace, Audacity ne va rejouer que l'extrait que j'ai sélectionné et immédiatement s'arrêter à la fin. Tant qu'on n'a pas terminé tout ce qu'il fallait enregistrer. Pour autant, vous n'êtes pas obligé d'écouter jusqu'à la fin de votre sélection. Vous pouvez à tout moment interrompre le replay en appuyant sur la barre espace, tout comme lorsque vous lancez à partir du curseur plutôt que d'une sélection. Tant qu'on a armé de ces fonctionnalités de base, vous allez à présent pouvoir passer à l'étape la plus ennuyeuse du montage, mais aussi la plus utile sur le long terme, à savoir le dérush. Qu'est-ce que c'est le dérush? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans une autre vidéo, un rush, c'est un enregistrement ininterrompu de la totalité d'une prise de son. Le dérush, c'est donc réécouter cet enregistrement dans son intégralité et l'étiqueter. Ici, il n'y a pas vraiment de souci, ça dure 2 minutes 30 à tout casser. Le dérush ne va probablement pas être très long. Cependant, les rushs ne durent généralement, malheureusement, pas aussi peu de temps que ça. Alors, soit vous pouvez essayer de faire jouer votre mémoire pour essayer de retrouver les passages clés, soit vous pouvez utiliser cette dernière petite fonctionnalité qui est le replay en accéléré ou en décéléré. Lorsque vous rejouez l'audio de votre enregistrement,
en appuyant simplement sur Play ou sur la barre espace, par défaut, ce sera en vitesse x1. Cependant, en chipotant cette petite barre de vitesse de playback, eh bien, vous pouvez aller jusqu'à 3 fois plus vite. Je suis complètement incapable de comprendre quoi que ce soit en vitesse x3. Personnellement, je vais aux alentours de vitesse x 1,5. Une fois qu'on a réglé notre barre de vitesse de playback, si on appuie sur le bouton play ici ou sur la barre espace, ça ne va rien changer, ce sera toujours en vitesse x1. Plusieurs secondes de silence. Cependant, en cliquant sur ce bouton play-ci, en bas de l'écran, le playback se fera à la vitesse spécifiée. Plusieurs secondes de silence. La raison pour laquelle on commence par enregistrer ces quelques secondes. Et maintenant, on va réécouter tout notre rush et le segmenter en parties. On va avoir les segments qu'on veut garder, les segments qu'on ne veut pas garder, les segments où on n'est pas sûr. Mais plus important que ça, on va aussi étiqueter les segments en fonction de leur sujet. Forcément, le DRush sera donc une affaire plutôt subjective et ce que je vais faire ici, c'est appliquer mes propres lignes directrices. À vous donc de trouver les vôtres. Plusieurs secondes de silence. La raison pour laquelle on commence par enregistrer ces quelques secondes de silence est pour avoir un extrait audio dans lequel il n'y a que les bruits parasites qui seront présents lors de tout l'enregistrement, toute la prise de son. Et cet enregistrement de bruits parasites nous permettra par la suite de nettoyer l'audio. Voilà, ici par exemple, je vois que c'est la fin de ma petite diatribe sur les secondes de silence en début d'enregistrement. Je vais donc mettre mon curseur ici où je vois que je ne parle pas. Je vais faire CTRL-I, aller sur la barre au-dessus de mon segment ainsi créé, clic droit et renommer le clip ou, vous le savez à présent, ce que je préfère, CTRL F2. Et là, je vais dire bruit parasite. Peu importe la façon dont vous étiquetez vos segments, l'important c'est que vous sachiez de quoi il s'agit. Si j'étais seul sur mon banc de montage et que je ne présentais pas ce tutoriel, je dirais un truc du genre white noise ou quelque chose comme ça. Maintenant, je peux poursuivre mon écoute et j'ai constaté lorsque j'écoutais tout à l'heure que franchement, j'articule bien, je me rappelle encore de ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas forcément toujours le cas si on monte plusieurs jours après avoir enregistré, ce qui est très fréquent, et donc je vais écouter en vitesse 1,5. Une autre chose très importante à savoir par rapport à une prise de son, c'est que une prise de son doit être ininterrompue. C'est ce qu'on appelle un rush, et en musique, on appelle ça jouer avec les morts et les blessés. C'est-à-dire que si tout d'un coup je me trompe, que je dis que je commence à perdre mes mots, eh bien on laisse cela dans la prise de son. Ici, il y a deux écoles. On pourrait interrompre l'enregistrement à ce stade-là, ou plutôt segmenter l'enregistrement à ce stade-là. Donc à la fin de cet extrait, on a en musique, on appelle ça jouer avec les morts et les blessés. Et je pourrais segmenter donc ici, je vais un petit peu zoomer pour avoir plus de précision, je segmente ici, je sélectionne mon extrait, CTRL F2, et je pourrais étiqueter ça explication rush. Ou alors, je pourrais aussi segmenter après que j'ai fini de donner des exemples, auquel cas j'étiquetterai... on va voir ici, donc est-ce que j'ai fini de donner mes exemples? Cela, dans la prise de son, même si c'est mauvais, on n'arrête pas l'enregistrement tant qu'on n'a pas
terminé tout ce qu'il fallait enregistrer. Voilà, donc ici, je pourrais dire, en fait, je fais mon segment ici, CTRL F2, et j'étiquette ça rush, de manière générale. L'avantage, c'est que je ne dois pas faire autant d'étiquettes. Personnellement, j'ai souvent tellement la flemme que ça m'amène à me rendre la vie encore plus compliquée par la suite, donc je vais faire des segments assez larges, relativement parlant. C'est pas très grave dans ce cas-ci, mais en conditions réelles, les segments vont durer un petit peu plus que 30 secondes. Et quand je dis un petit peu plus, je veux dire beaucoup plus. Et je ne vais pas faire des sous-segments, donc introduction du rush, exemple de rush et conclusion ou que sais-je. Voilà, on va pouvoir écouter la suite. On triera par la suite ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Il n'est pas question d'arrêter un enregistrement en cours de route parce qu'on pourrait dire quelque chose d'intéressant pour l'enregistrement et ne plus s'en rappeler par la suite, ou on pourrait, vous voyez ici par exemple j'ai perdu mes mots et je continue d'enregistrer malgré tout. Donc il y a cet exemple que je vous ai donné, dire quelque chose qu'on n'a pas enregistré parce qu'on a interrompu l'enregistrement pour quelque raison que ce soit, ou on pourrait avoir une très bonne prise alors qu'on s'exerçait en dehors d'un enregistrement. Il y a plein de situations comme ça, mais en tout cas, tant qu'on n'a pas fini de dire tout ce qu'on avait à dire au micro, on continue d'enregistrer. Lorsqu'on a fini de dire tout ce qu'on avait à dire au micro, alors ici j'ai remarqué deux choses en réécoutant. La première, c'est que il va nous falloir une coupure ici quoi qu'il arrive, parce que ensuite je commence à parler de ce qui se passe une fois qu'on a terminé de dire tout ce qu'on avait à dire. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai fait ma coupure pour le rush trop rapidement. Je n'ai pas écouté tout l'extrait avant de faire ma coupure, ce qui illustre parfaitement ce que je disais juste avant, que j'ai tellement la flemme que ça me met des bâtons dans les roues par la suite. Donc en réalité, ici donc je vais recombiner ces deux segments avec CTRL-J et ensuite je vais réécouter pour savoir où se termine réellement la partie sur les rushs. Terminer tout ce qu'il fallait enregistrer. On triera par la suite ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Il n'est pas question d'arrêter un enregistrement en cours de route parce qu'on pourrait dire quelque chose d'intéressant pour l'enregistrement et ne plus s'en rappeler par la suite, ou on pourrait, vous voyez ici par exemple j'ai perdu mes mots et je continue d'enregistrer malgré tout, donc il y a cet exemple. Ici c'est un cas de figure intéressant parce qu'en soi il n'y a pas de limite claire entre le moment où je termine de parler du concept de rush et le moment où je commence à expliquer qu'il ne faut en aucun cas interrompre l'enregistrement. Par ailleurs, dans ce qu'on vient d'écouter, il y a aussi ce qu'on appelle en radio une gaffe, c'est-à-dire une prise qui n'est pas bonne. En l'occurrence, j'ai continué avec, mais on pourrait décider au montage de s'en passer complètement. Donc, je vais étiqueter cette gaffe. Terminer tout ce qu'il fallait enregistrer. On triera par la suite ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Il n'est pas question d'arrêter un enregistrement en cours de route parce qu'on pourrait dire quelque chose. Voilà, je vais décider en cours de route. Je vais décider d'interrompre le segment avant que je ne commence à donner des exemples pratiques pour lesquels il ne faut pas interrompre le rush. Je vais donc renommer ceci CTRL F2 exemple pratique, non-interruption. Et je vais réécouter ça. parce qu'on pourrait dire quelque chose d'intéressant pour l'enregistrement et ne plus s'en rappeler par la suite, ou on pourrait, vous voyez ici par exemple j'ai perdu mes mots et je continue d'enregistrer malgré tout. Donc il y a cet exemple que je vous ai donné, dire quelque chose qu'on n'a pas enregistré parce qu'on a interrompu l'enregistrement pour quelque raison que ce soit, ou on pourrait avoir une très bonne... Voilà, donc ici, je vais sélectionner toute la durée de ma gaffe
Vous voyez ici par exemple j'ai perdu mes mots et je continue d'enregistrer malgré tout. Donc il y a cet exemple que je vous ai donné. Vous avez compris l'idée. Je vais faire CTRL-I pour créer un segment de la taille de la sélection. CTRL-F2. Oups. Je clique dessus et puis CTRL-F2. Et ici, je vais dire gaffe. On peut décider de laisser les gaffes au montage ou de les retirer, mais c'est intéressant de savoir qu'elles sont là pour lorsqu'on fera le montage. On va terminer d'écouter notre enregistrement. Vous voyez ici par exemple où on pourrait avoir une très bonne prise alors qu'on s'exerçait en dehors d'un enregistrement. Il y a plein de situations comme ça, mais en tout cas, tant qu'on n'a pas fini de dire tout ce qu'on avait à dire au micro, on continue d'enregistrer. Lorsqu'on a fini de dire tout ce qu'on avait à dire au micro, on va arrêter l'enregistrement avec la touche stop ou la barre espace et pas le bouton pause. Voilà, ça va continuer l'enregistrement comme si... Et là, vous vous en rappelez sûrement, plus tôt dans cette vidéo, j'ai relancé l'enregistrement et puis j'ai fusionné le nouvel enregistrement avec l'ancien enregistrement. Et donc ici, on va pouvoir interrompre au moment de l'interruption originelle, disons conclusion. Et ceci, il n'y a pas grand intérêt à garder cet extrait, ou plutôt ces deux extraits qu'on a enregistrés plus tôt dans cette vidéo, et donc il n'y a même pas besoin de les étiqueter. On peut tout simplement appuyer sur la touche Delete ou Retour arrière, et on s'en débarrasse. Nous avons donc à présent terminé le dérush, et la prochaine étape est donc le montage à proprement parler.